Première partie, l'économie classique. Celle-ci part de la préhistoire avec Aristote et Platon qui déjà dénoncent l'accumulation. Au XVe et XVIe siècle, les mercantilistes apparaissent avec l'accumulation des métaux précieux. Au XVIIIe siècle, avec les physiocrates, apparaît l'augmentation de la production agricole. Puis les économistes classiques au XVIIIe et XIXe siècle, Adam Smith, Ricardo, Mill, pour la maximisation des richesses. Au XIXe siècle, avec les matérialistes, Karl Marx en particulier, l'accumulation du capital. Au XXe siècle, avec les interventionnistes comme John Maynard Keynes, avec l'accumulation des dettes par la politique budgétaire. Fin XXe siècle et début XXIe siècle, les monétaristes avec Milton Friedman pour l'accumulation de la monnaie. Enfin, les nouveaux économistes, fin 20e et début 21e, avec Solow, Krugman et Stiglitz, pour l'augmentation de la dette publique. L'ensemble de ces acteurs économiques, de ces économistes donc, travaillent sur le principe d'accumulation économique. Tout d'abord, la représentation du mercantilisme traduit une conception de l'économie qui prévaut entre le XVIe et le milieu du XVIIIe siècle en Europe. Pour les penseurs mercantilistes, la puissance des États était fondée sur l'accumulation des métaux précieux, l'or et l'argent, qui prônent le développement économique par l'enrichissement des nations au moyen du commerce extérieur. La représentation de l'origine du libéralisme s'appuie sur trois principes fondamentaux de la théorie classique. Tout d'abord, l'individualisme, soit des agents économiques qui recherchent leur intérêt personnel et des producteurs qui recherchent la maximisation des profits. La liberté économique, soit la liberté de propriété, d'entreprendre, de travailler, de consommer, soit le laisser faire et le laisser passer, avec un État qui n'a comme rôle que la garantie de ces libertés et de la libre concurrence. Puis un équilibre économique naturel, porté par des marchés autorégulés qui garantissent l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est la main invisible du marché, si les conditions de la libre concurrence sont bien respectées. On peut représenter les économistes classiques dans un cercle qui est vertueux dans ce cas-là, avec une division du travail qui est optimisée, qui est accrue, productivité du travail maximisée, une richesse croissante et une augmentation de l'épargne croissante. Tout ça qui traduit le principe de l'accumulation. Accumulation qui se traduit par l'augmentation des capitaux, l'augmentation des dettes, l'augmentation des investissements, l'augmentation des actifs, l'augmentation du capital humain et l'augmentation du progrès technique. La représentation de la pensée du libéralisme d'Adam Smith part du concept de liberté, dans lequel on va croiser donc les moyens de production qui sont destinés à des moyens privés de production, et d'autre part la non-intervention de l'État. Tout ça dans le cadre de l'intérêt individuel. L'intérêt individuel va se manifester dans le cadre d'un marché qui représente la main invisible de celui-ci, sur lequel vont se confronter une offre émanant des producteurs par rapport à une demande émanant des acteurs économiques. Tout ça dans le cadre de l'intérêt général. Quelles sont les conditions de l'échange des différents biens? Pour cela, on va mobiliser deux concepts, la valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage exprime l'utilité du bien liée à ses qualités intrinsèques. La valeur d'échange exprime une propriété de la marchandise qui permet de la confronter avec d'autres sur le marché en vue de l'échange. Il faut distinguer richesse et valeur. La richesse représente les marchandises et les services utiles qui satisfont les besoins. La valeur ou la valeur d'échange constitue la proportion dans laquelle une marchandise et un bien s'échangent contre une autre qui caractérise la notion de pouvoir d'achat. La valeur d'échange d'un produit n'est pas fonction de son utilité. La preuve en est que des produits très utiles comme l'eau n'ont aucune valeur d'échange. Si quelques marchandises sont naturellement limitées, la plupart sont représentées selon la quantité de travail que l'on accepte de consacrer à leur production. Ainsi, c'est donc bien le travail qui fait la valeur d'échange des marchandises. D'autre part, la quantité de travail que requiert la production du bien comprend aussi celle qu'a nécessité la constitution du capital fixe, concept que nous verrons un peu plus tard. La notion de valeur différencie la valeur d'usage de la valeur d'échange. Cette dernière est déterminée par la valeur relative des différents biens, alors que la valeur d'usage est liée à son utilité. Adam Smith formule le paradoxe de la valeur, selon lequel des biens qui ont une très grande valeur d'usage peuvent avoir une faible valeur d'échange, et inversement comme la valeur de l'eau ou du diamant. Suite à cette période d'économie représentée par Adam Smith et Ricardo, apparaît l'approche de l'éthique utilitariste, soit l'utilité de nos actes pour le plus grand bonheur collectif. Bentham, qui est le père de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, économiste anglais, parle de la morale qui est portée pour lui pour le bien et le mal et les mœurs, dont l'objectif est de conduire, un bonheur personnel par la maximisation des plaisirs et la minimisation des peines, qui va traduire, l'utilité, de chaque action, de chaque décision, de chaque comportement, avec des conséquences avérées, dont l'objectif est le bonheur collectif pour le plus grand nombre et un équilibre général, garanti par les lois et les institutions.
L'utilitarisme défendu de John Stuart Mill part de l'éthique du plus grand bonheur pour un modèle d'aide à la décision, pour la mesure du plaisir partagé et un utilitarisme altruiste. Apparaît ensuite le raisonnement et la critique marxiste, en particulier vis-à-vis du capitalisme, pour lequel c'est l'existence de classes sociales antagonistes. Le capitaliste s'approprie une partie de la valeur créée, il y a alors exploitation des salariés. L'exploitation et l'aliénation ne disparaîtront qu'avec le capitalisme lui-même. Les contradictions du capitalisme conduisent à l'apparition de crises qui aboutiront à sa disparition. Les salariés doivent s'unir pour lutter contre l'exploitation sans faire confiance à l'État qui défend la bourgeoisie. On peut représenter le concept de plus-value de Karl Marx selon les notions suivantes. On a d'un côté les matières premières nécessaires à la production, plus l'ensemble des outils de travail. Ensuite, on a les salariés et on a la plus-value. Les matières premières, l'outil de travail intègre la notion de travail dans les moyens de production. Le travail payé, c'est la rémunération des salariés. Le travail non payé correspond à la plus-value. On peut traduire cette notion de capital constant ou capital fixe qu'on a vu tout à l'heure, qui représente le travail intégré et les moyens de production. Le capital variable représente le travail payé, le travail rémunéré. La plus-value représente le travail non payé. On va comparer. Dans ce cas-là, on va analyser la composition du capital entre le capital constant et le capital variable. On va pouvoir analyser le taux de plus-value en faisant la plus-value divisée par le capital variable et le taux de profit en faisant la plus-value divisée par le capital fixe plus le capital variable. Léon Walras démontre l'équilibre général des prix en considérant le marché s'apparente à la bourse, en ceci que si l'offre est supérieure à la demande, la valeur du bien doit baisser. Si l'offre est inférieure à la demande, la valeur du bien augmente, et si l'offre est égale à la demande, on tient une valeur d'équilibre et dont l'échange peut avoir lieu, qui permettra l'accord entre les protagonistes. Suite donc à cette évolution économique, apparaît donc la révolution keynésienne avec la réponse à apporter à une question: pourquoi y a-t-il du chômage? Le niveau de l'emploi est lié à la demande effective. Si la demande effective est inférieure au niveau qui permet le plein emploi, il y aura baisse des salaires, donc baisse de la demande, d'où baisse de la production et de l'emploi. Les effets multiplicateurs et les anticipations accentuent l'instabilité. L'État doit soutenir la demande pour assurer le plein emploi. Les politiques sont multiples: politique budgétaire, politique monétaire, d'évaluation, politique industrielle, politique salariale, politique de revenus. On peut représenter le multiplicateur keynésien de la façon suivante. L'État augmente ses dépenses, ce qui va créer de nouveaux revenus pour les acteurs économiques qui deviennent disponibles. Une fraction de ces nouveaux revenus est dépensée en consommation, qui vont contribuer à l'augmentation de la production des biens et des services qui sont demandés et engendrer de nouveaux revenus, qui va créer un cercle vertueux. Ensuite apparaît la notion de destruction créatrice portée par Joseph Schumpeter à travers les concepts d'innovation et à travers aussi l'analyse des phases de récession et des phases d'expansion. On traduit les phases de récession lorsqu'en phase de retournement des hauts de cycle, les destructions d'entreprises sont plus fortes que les créations. On rentre dans des phases de récession. Dans les phases de retournement en bas de cycle, lorsque les créations d'entreprises deviennent plus nombreuses que les disparitions, on est en phase d'expansion. On peut analyser les effets de l'innovation sur la création de valeur, en ce sens que l'innovation porte sur deux approches singulières qui ont des conséquences totalement différentes. L'innovation pour des nouveaux produits ou des produits existants crée de nouveaux secteurs d'exploitation du travail et une extension de la production de valeur. L'innovation des process de production conduit à l'éviction du travail vivant hors des secteurs de transformation existants et donc un rétrécissement de la production de valeur. Ensuite apparaît la théorie monétariste portée par Milton Friedman, qui conduit donc à la création, de monétaires par les banques privées, qui vont mettre en circulation dans l'économie réelle au service des acteurs économiques des prêts et des emprunts. La création monétaire par la banque centrale conduit à l'augmentation des réserves, qui crée la base monétaire et distribue des liquidités dans l'économie réelle. Et on peut comparer dans ce cas-là la théorie keynésienne de la théorie monétariste qui s'oppose. La théorie keynésienne part de l'hypothèse pour laquelle la monnaie influe la croissance. Si les banques centrales baissent les taux d'intérêt, ça va favoriser les emprunts dans le cadre des acteurs économiques, qui va stimuler la consommation et stimuler les investissements et porter la croissance. L'hypothèse monétariste considère que la monnaie n'influe pas sur la croissance, que finalement l'injection de monnaie additionnelle dans la circulation économique conduit à l'inflation. Cette inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages, réduit les exportations et conduit à la décroissance.